Donc, bonjour à tous, donc bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc, on est très heureux de vous retrouver pour ce quatrième atelier en ligne sur le parasismique qui portera aujourd'hui sur les constructions métalliques face au séisme. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là aux précédents ateliers, nous organisons donc, ces ateliers dans le cadre du CAPRIS, le cadre d'action pour la prévention du risque sismique. Donc, quand je dis nous, c'est le Centre pyrénéen des risques majeurs. Donc, c'est une association qui sensibilise la population aux risques naturels, donc le grand public, mais aussi les scolaires, mais aussi les élus, les collectivités, voilà, à tous les risques qui nous entourent dans les Pyrénées. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur André Balgiou qui fera cette intervention donc, sur les constructions métalliques. Monsieur Balgiou est référent technique national en structure métallique et en génie parasismique chez le groupe Cali Consult et également membre du conseil d'administration de l'AFPS. Donc, nous tenions encore une fois tout particulièrement à vous remercier, Monsieur Balgiou, car c'est quand même le troisième atelier que vous présentez sur cette série de web ateliers. Et donc voilà, merci beaucoup pour votre implication dans ce cycle. Donc, toujours un petit point pour rappeler un peu l'organisation de ce webinaire. Nous allons commencer avec une présentation d'environ 1h30, 1h45. Donc sur la thématique du jour, et s'en suivra un temps de questions-réponses durant lequel vous pourrez poser vos questions et Monsieur Balgiou essaiera d'y répondre. Donc nous vous invitons tout le long de la présentation à écrire vos questions dans la rubrique questions-réponses. Et voilà, et je les dirai oralement à la fin. Donc voilà, vous pourrez revisionner ce webinaire sur YouTube. Nous le mettrons en ligne dans les prochains jours. Voilà, donc il sera également présenté le diaporama. Donc pour ceux qui ont nécessairement besoin d'une attestation de présence, nous vous demandons de nous envoyer un mail à contact@c-du6prime.org. Comme ça, par retour de mail, nous vous enverrons l'attestation de présence. Voilà, donc nous vous souhaitons un bon atelier. Monsieur Balgiou, on vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon écran et de commencer la présentation. Est-ce que c'est visible? Oui, c'est parfait. OK, merci beaucoup. Donc, encore une fois, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à une petite présentation. Aujourd'hui, je vous propose de parler du comportement des constructions métalliques au séisme. J'ai fait le choix de plutôt vous présenter beaucoup de photos prises lors des missions postsismiques que nous avons réalisées depuis 30 ans à l'AFPS, donc l'Association française de génie parasismique, après des séismes importants au monde, avec quand même une petite introduction sur les qualités et les points faibles des constructions métalliques et sur le fonctionnement et les typologies des bâtiments de ce type-là. Donc, effectivement, il y aura 3 chapitres, le matériau acier en zone sismique, la typologie des structures métalliques, et je vais finir avec un très gros chapitre sur les dommages illustrés. Je pense que c'est toujours le mieux de voir des photos, de voir comment une partie, un élément, une structure métallique réagit, comment s'est comporté lors d'un séisme important. Donc, je vais commencer avec le premier chapitre, en essayant de vous rappeler quelles sont les caractéristiques de l'acier, de vous dire que l'acier, effectivement, c'est un alliage métallique constitué d'au moins 2 éléments. Il y a évidemment le fer qui est très majoritaire et après, il y a le carbone qui est, par contre, dans un pourcentage qui varie entre 0,02% et 2%. Je ne vous cache pas, et d'ailleurs, je pense que vous le savez, on met un peu de carbone dans ce type d'alliage pour augmenter les caractéristiques de résistance de l'acier. Mais on essaye de plafonner ce pourcentage parce que à partir d'un certain pourcentage, l'acier devient fragile, on va reparler, devient cassant.
Donc, il y a en gros deux grandes familles d'acier. Il y a les aciers alliés et les aciers non alliés. Donc, dans l'alliage que j'évoquais tout à l'heure, on peut rajouter aussi d'autres éléments chimiques, en plus du carbone, comme le manganèse, le chrome, le nickel ou le molybdène, toujours dans le même esprit d'augmenter les caractéristiques spécifiques à l'acier. Maintenant, l'intérêt majeur des aciers, il y a surtout leur coût d'élaboration, quoique dernièrement, vous avez appris, mais il n'y a pas que l'acier qui a pris une augmentation importante au niveau des prix. Bon, donc c'est un petit peu actuellement moins valable, mais c'est le cas d'autres types de matériaux. Et il y a le cumul de valeurs élevées dans les propriétés mécaniques fondamentales. Et là, je vous évoque trois familles. La R2, la résistance à la déformation élastique, qui est illustrée par le module d'élasticité E. Il y a la dureté, la résistance à la déformation irréversible à la rupture, qui est illustrée par la limite d'élasticité et la résistance minimale à la rupture, et également par la dureté. Et il y a la résistance au choc qui est illustrée par le paramètre de la résilience. Donc, les avantages plus en détail de l'acier, c'est que donc, il y a des qualités essentielles pour le bon comportement face aux sollicitations sismiques. Il y a déjà une très bonne ductilité naturelle qui est capable de subir une déformation importante avant de se rompre. Ça, c'est très important, évidemment, lors des secousses sismiques, sans une dégradation dans sa constitution et sans détérioration de sa résistance et sa rigidité. Évidemment qu'il y a des limites à ce jeu-là aussi, à ce comportement-là. Évidemment que la conception de nos bâtiments structures métalliques doit être correctement faite pour que le bâtiment résiste bien à un certain niveau élevé de sollicitation. Il y a aussi la grande capacité d'absorption d'énergie, donc c'est le comportement ductile de l'acier qui favorise la dissipation de l'énergie. Donc c'est l'autre composante de ce qu'on appelle la ductilité. Donc il y a la possibilité de redistribuer les efforts, de dissiper l'énergie, et il y a la capacité d'avoir une déformation importante avant la rupture. Il y a également un rapport résistance-masse volumique qui est élevé. C'est très intéressant dans ces cas-là aussi. Il y a également le bois qui a ce rapport assez élevé, donc il se comporte également, mais bon, je pense que s'il y aura un module qui va traiter les constructions en bois ultérieurement. Il y a également la résistance mécanique élevée à la traction, à la compression et le cisaillement. On va revenir sur ces catégories un peu plus tard. Il y a également la bonne tenue en fatigue, ce qui est très important, encore une fois, dans le cas de sollicitation sismique, parce que du coup, les structures métalliques ont capacité à supporter un grand nombre de cycles et de charges avant la rupture. Donc, effectivement, c'est le cas du séisme, c'est une sollicitation qui est un peu dans la durée et avec des sollicitations alternantes, des oscillations, des accélérations, que ce soit de gauche à droite ou de droite à gauche, enfin, dans tous les sens, quoi. Donc, c'est important de résister, de bien supporter ce grand nombre de cycles. Et il y a enfin la facilité de mise en œuvre d'assemblage à la fois rigide, résistant et ductile. Évidemment, à condition qu'on le réalise correctement, ce qui n'est pas toujours le cas et qu'il faut évidemment veiller sur site. Il y a des inconvénients aussi de l'acier. Il y a deux notamment. Il y a la mauvaise résistance à la corrosion. Évidemment que on peut y remédier ou par les différents traitements de surface comme la peinture, zingage, galvanisation à chaud, ou alors par ce qu'on appelle les nuances d'acier dites inoxydables. C'est valable toujours dans les zones humides, dans les zones côtières, évidemment. Et il y a la faible résistance aux températures extrêmes, notamment face au feu lors des incendies. Donc, même si, dans ce cas-là aussi, il existe des solutions pour la protection au feu des structures métalliques, que ce soit par la peinture intumescente, par encofrement, par d'autres solutions qui existent.
En France, les structures métalliques sont utilisées pour la réalisation. J'ai fait un petit classement du plus fréquent au moins fréquent. Donc, le plus souvent, on utilise les structures métalliques pour réaliser des bâtiments industriels. Il y a également des centres commerciaux. Il y a des équipements sportifs, comme les salles de sport, gymnase, piscine. Il y a les salles de spectacle, d'exposition, cinéma. Il y a des bâtiments scolaires, des lycées, des collèges, des bâtiments bureaux, des parkings aériens et rarement, mais ça existait dans le passé, des bâtiments d'habitation. Donc là, je voudrais passer un deuxième chapitre, la typologie des structures métalliques, et vous rappeler ou informer ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une présentation sur le fonctionnement des structures métalliques, donc de faire un petit topo là-dessus. Donc là, j'ai du coup mis dans cette image-là un bâtiment industriel, et je disais que c'est les bâtiments qu'on construit le plus en France, souvent en France, en structure métallique. Donc, vous voyez, sur ce bâtiment-là, il y a ce qu'on appelle les portiques. Donc, on va revenir longuement. Donc, c'est cet ensemble de poutres et poteaux qui sont espacés ce qu'on appelle la travée. Dans ce cas-là, j'ai mis 6 mètres. Il y a des fois un plancher localisé ou sur toute la surface du bâtiment. Il y a des fois un pont roulant. J'ai dessiné ici en jaune avec une poutre de roulement qui est en rouge. Il y a tout un système de contreventement, donc des poutres au vent ou des stabilités verticales, on va revenir. C'est des éléments qui assurent la stabilisation du bâtiment, justement par rapport aux efforts horizontaux, que ce soit le vent ou le séisme qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc, en parlant de fonctionnement de structures métalliques courantes, il y a trois grandes familles d'efforts qu'il faut reprendre, hein, qui viennent dans la plupart des cas, sur des cas statiques. Hein, ça va être les charges permanentes, les charges dues à la neige, au vent, mais ça peut être dynamique, comme c'est le cas des charges dues au séisme. Et il provoque également des charges verticales. Donc, il y a les charges verticales et les charges horizontales qu'il faut reprendre dans un bâtiment à structure métallique, hein, comme dans les autres. Donc, du coup, la première chose, on se pose la question, la première question qu'on se pose, c'est comment on reprend les efforts verticaux. Et les efforts verticaux sont assurés par ces portiques, ces types d'ossature que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appellent portiques. Hein, cet ensemble, la plupart du temps, c'est un ensemble complètement encastré entre les poteaux et les traverses par boulonnage ou par soudage, et qui est là pour reprendre ces charges verticales. Donc, que ce soit, encore une fois, dû aux charges statiques ou aux charges dynamiques, dans notre cas, le séisme. Donc, on voit de nouveau cette reprise des efforts sur un bâtiment où j'ai mis aussi les parois et la couverture. Donc, la couverture, il s'appuie sur les pannes, ils s'appuient après sur les portiques. Donc, il y a un descente de charge qui se fait jusqu'à pied de poteau des pieds de poteau métalliques. Il y a aussi des efforts horizontaux à reprendre. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser aux efforts dus au séisme. Et il y a des efforts horizontaux dans le plan transversal du bâtiment. Vous voyez sur l'écran, j'ai dessiné des petites flèches là. Donc, pour la reprise de ces efforts horizontaux dans le sens transversal, c'est toujours les ossatures type portique, ce cadre-là réalisé par des poteaux et des poutres assemblés par boulonnage ou soudage. Et des fois, on utilise également un supplément, on va dire, de contreventement, un supplément d'éléments pour la reprise de ces efforts-là, notamment pour les bâtiments qui sont très hauts ou pour les bâtiments où il y a un pont roulant, comme on a vu tout à l'heure sur l'image, la première image. Ça veut dire pour les poteaux, des bâtiments qui sont relativement sensibles au déplacement et où on doit créer une rigidité plus importante à nos ossatures métalliques qui, au départ, par définition, sont relativement souples. C'est des bâtiments qui n'ont pas la même rigidité, vous comprenez bien, que ceux des bâtiments en béton, par exemple. Donc, on peut avoir et les portiques
et les stabilités et les poutres au vent dans le plan de la toiture et les stabilités verticales dans les pignons qui peuvent créer une rigidité supplémentaire et qui vont collaborer à la reprise des efforts horizontaux dans le sens transversal. On voit également sur cette image-là, comme les efforts horizontaux, que ce soit dus au vent ou au séisme, dans notre cas, ils vont être pris par les portiques. Et s'il y avait un poutre au vent, dans ce cas-là, il n'y a pas un poutre au vent non pas, donc un contreventement dans le sens de la longueur du bâtiment. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas dessiné. Donc, les efforts horizontaux, ils vont être repris juste par, dans ce cas-là, dans cette image-là, que par les portiques, par ces éléments d'ossature qui s'appellent portiques. Mais il y a également des efforts horizontaux dans le sens longitudinal. Il y a le vent, mais il y a le séisme qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Et donc, tous ces efforts-là qui actionnent dans le sens longitudinal du bâtiment, donc sous le pignon des bâtiments, sur les façades courtes, de la même façon, il faut trouver un moyen pour les prendre et pour les transmettre jusqu'aux fondations. Donc, pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle la poutre au vent ou le contreventement qui est mise en place au niveau de la toiture. Et on va descendre les efforts jusqu'au massif, encore une fois, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les stabilités verticales, qui peuvent être comme les poutres au vent, Encolas de Saint-André, donc ces ensembles, on va revoir ça en détail en Cornières, ou d'autres systèmes, vous allez voir en détail plus tard. Donc, de la même manière, en dessinant l'enveloppe du bâtiment, la toiture et les façades, on voit que les efforts qui vont être à reprendre sur les pignons dans le sens longitudinal du bâtiment, ils vont passer d'abord dans ces poteaux de pignons, dans ces poteaux de la façade courte du bâtiment, et ils vont passer par la grande partie par la toiture jusqu'à la poutre au vent qui est dessinée en rouge au milieu du bâtiment, dans ce cas-là, et ils vont descendre, on ne les voit pas parce qu'ils sont derrière le bardage, ils vont descendre par l'intermédiaire des stabilités verticales jusqu'aux fondations. Donc, je vais montrer quelques images et quelques commentaires sur ce type d'ossature qui vont reprendre les efforts verticaux et horizontaux dus au séisme. On va se concentrer sur le séisme aujourd'hui, encore une fois. Donc, je vais vous donner quelques exemples de structures métalliques de type portique. Donc, vous voyez à l'image un peu cet ensemble des poutres poteaux qui sont encastrés d'une manière boulonnée ou soudés entre les traverses et les poteaux. Donc, la particularité de ce type d'ossature, c'est que tous les composants participent à la reprise des efforts verticaux et horizontaux, comme on a déjà vu, et la résistance, dans notre cas au séisme, est assurée principalement par la flexion des poteaux et des poutres. Donc, on voit un petit peu une déformée de ces portiques tout bêtes, tout droits, tout simples, hein. Mais ceux qui sont plus complexes, avec plusieurs nefs, fonctionnent de la même manière. Donc, il y a cet ensemble-là, poutre-poteau, encore une fois, qui porte le nom dans les structures métalliques de portique et qui a en effet cadre dans la reprise des efforts. Donc, les portiques, comme je disais, sont des éléments principaux de résistance des bâtiments en ossature métallique. Ce sont des cadres à 2 ou plusieurs poteaux, liés entre eux avec plusieurs traverses et quasiment toujours encastrés en tête des poteaux. Les portiques donc, assurent la reprise des efforts verticaux et horizontaux, encore une fois, d'où charge permanente, neige, vent, charge d'exploitation et séisme. En tout cas, encore une fois, c'est le séisme qui nous intéresse, dans le sens transversal, encore une fois, des bâtiments. Tous les composants de ce type de structure, encore une fois, participent à la reprise des efforts verticaux et horizontaux et, encore une fois, la résistance est assurée principalement par la flexion des poteaux et des poutres. Et évidemment que notamment dans les poteaux, il y a toujours un effort de compression qui est assez fort. Donc, les poteaux peuvent être articulés ou encastrés en pied. Je ne vous cache pas qu'en général, on va dire à 90% du temps, on va articuler en pied les poteaux, même si la solution de les encastrer en pied est intéressante et beaucoup plus coûteuse, puisque du coup, on va avoir des massifs de fondation en béton de dimensions très importantes. Donc, allez, alentour de 90%, pour ne pas dire 95% du temps, on va articuler les pieds de poteaux dans les massifs en béton armé.
Et en fonction des pentes de toiture, donc c'est les pentes qui sont dessinées ou par l'architecte ou qui sont imposées par le fonctionnement du bâtiment, on peut avoir des traverses qui sont droites ou avec une pente ou avec deux pentes. Et quasiment toujours, on a une attache de continuité au faîtage, puisque forcément, au droit de cette coupure de pente, de ce point qui s'appelle faîtage, le point haut du bâtiment, où les deux pentes se rejoignent, là, forcément, on va avoir une attache de continuité des traverses. Donc, quelques exemples, comme je l'ai déjà fait sur les autres webinaires, j'ai le plaisir d'animer. J'utilise des photos, encore une fois, que j'ai trouvées dans les rapports d'émissions post-sismiques réalisés par la FPS, mais également dans d'autres documents, d'autres rapports qui ont été réalisés autant au niveau international qu'au niveau français par des experts reconnus. Voilà, que ce soit français ou étranger. Donc, souvent, j'ai mis la source de ces photos-là. Voilà, par exemple, c'est mes confrères du bureau de contrôle Veritas qui ont pris cette photo et ça concerne une mission AFPS Kashiwazaki en 2007, après un séisme assez important au Japon. Mais là, il n'y avait pas vraiment de dommages, c'était juste parce que c'est une image assez intéressante des portiques, cette fois-ci plutôt portiques tridimensionnels avec des poteaux et des effets portiques dans les deux sens et avec, puisque s'agissait certainement d'un bâtiment assez haut, avec des poteaux qui sont plutôt de type caisson. Des fois, d'ailleurs, on les remplit avec du béton par rapport à l'inconvénient qu'on a des structures métalliques par rapport à la sécurité incendie, par rapport au feu. Il y a, dans la littérature internationale, on trouve et relativement souvent dans les pays avec une forte sismicité, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, on trouve cette image et cette façon de faire au niveau de la attache du poteau, de la traverse sur le poteau. Ça veut dire qu'un petit peu en décalé, vous allez trouver une zone fusible, une zone qui nous permet une dissipation de l'énergie en créant ce qu'on appelle une articulation plastique. Bon, je ne veux pas vous faire non plus un cours de construction métallique parce que je pense que ce n'est pas très intéressant, mais c'est pour dire que notamment dans les pays avec une sismicité assez importante, on crée ce qu'on appelle les systèmes poteaux forts, poutres faibles. Donc, pour des questions de fonctionnement, pour des questions de bonne reprise des efforts, de bon fonctionnement d'un bâtiment à plusieurs niveaux, on peut créer ce type de fonctionnement avec une zone un petit peu affaiblie, comme vous voyez ici sur l'image. On appelle ça débillarder les semelles des profilés métalliques de la traverse. Et avec un surdimensionnement du poteau et de la tâche de la traverse sur le poteau. Donc, du coup, on va concentrer les efforts dans cette zone-là et on va dimensionner évidemment cette poutre en conséquence et qu'il puisse reprendre les efforts du calcul, même avec cette zone affaiblie. Mais avec du coup un fonctionnement intéressant, encore une fois, pour les bâtiments qui sont à plusieurs niveaux. Donc, il y a des tours ou des bâtiments avec au moins 10 ou 20 étages. Et c'est toujours intéressant de faire une concession de ce type-là. On ne le fait pas vraiment en France. On n'a pas vraiment des bâtiments assez hauts et ni une sismicité assez forte pour faire ça. Mais c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai évoqué lors de mon premier webinaire que j'ai animé sur les généralités au niveau de la réglementation en général et en parlant des classes d'utilité. Je disais qu'il y a des classes moyennes ou hautes d'utilité. Et ça, ce type d'assemblage, ce type de détail plutôt d'un portique, ça correspond à une utilité moyenne, voire haute. Et nous, en France, on ne le fait pas souvent, puisque, encore une fois, on n'a pas les bâtiments qui sont aptes ou intéressantes à faire comme ça, à réaliser comme ça, à concevoir comme ça, et ni la sismicité de ces pays, encore une fois, comme le Japon, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Mais bon, j'ai tenu quand même à vous le montrer, puisque on ne sait jamais, vous pouvez voir ça quelque part dans d'autres pays.
Donc, dans la pratique courante des constructions métalliques, comme je disais, la solution la plus utilisée dans la mise en place des zones dissipatifs dans les structures de type portique, rotelle plastique est la suivante. Donc là, le peu qu'on a fait, ça fonctionne comme ça, et j'évoquais tout à l'heure, avec les traverses dans la zone affaiblie qui sont dimensionnées pour avoir une résistance supérieure aux effets des actions obtenus par le calcul. Et les poteaux et les assemblages des traverses sur le poteau sont conçus avec ce qu'on appelle sur-résistance, comme je disais tout à l'heure, au niveau des poteaux et au niveau des attaches, des traverses sur les poteaux, environ, pour vous donner un ordre de grandeur, 20% de plus que le moment plastique de la poutre. Donc, effectivement, du coup, on a des éléments dissipatifs, les traverses, et on a des éléments non dissipatifs qui sont les poteaux et les attaches. Juste pour curiosité, même si on ne le fait pas beaucoup en France, voilà, vous voyez ce type de bâtiment en schéma que j'ai dessiné là, en bas de la page. J'ai illustré des petits ronds là, qui sont les rotules plastiques. Donc, au fur et à mesure que le séisme va mettre en action, va introduire des efforts dans la structure, on va créer dans ces zones affaiblies de ce qu'on appelle des rotules plastiques, mais qui permet donc du coup au bâtiment de continuer à avoir un chargement donc horizontalement, parce que c'est horizontalement que ça nous embête le plus en termes d'efforts de séisme. Et du coup, on va redistribuer les efforts. Donc, on va utiliser mieux, quelque part, la structure. On va redistribuer les efforts avec la mise en place de ces rotules plastiques. C'était juste par curiosité, parce qu'encore une fois, on ne le fait pas souvent en France. Donc, vous avez vu quelques images sur les composantes du type portique, encore une fois, qui sont là pour reprendre les efforts verticaux et les efforts horizontaux dans le sens transversal. La deuxième famille que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est stabilisation, donc que ce soit dans le sens transversal en aidant le bâtiment, en le rendant plus raide, ou dans le sens plutôt longitudinal pour la reprise des efforts sur pignon. Et donc, il y a deux types de structures avec stabilisation. Les structures avec stabilisation à barre centrée. Vous voyez ici une image qui a été prise dans la mission post-sismique à Tokachi-oki au Japon en 1968, où vous voyez des croix de Saint-André verticalement sur toute la façade. Donc, bon, ça, c'est un système qui est un peu mixte parce que j'ai l'impression que les poteaux sont plutôt béton, mais, ou alors ils sont encoffrés, je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, vous voyez ce système des croix, on appelle en France les croix de Saint-André, qui sont en cornière ou en plat ou en autre type de profilé métallique. Donc, en schématiquement, donc, les structures avec stabilisation à barre centrée peuvent être réalisées de trois manières qu'on voit à l'écran. On peut avoir, donc si le bâtiment il a plusieurs niveaux, on réalise ces stabilités à plusieurs niveaux. Ça veut dire qu'on met des croix ou des diagonales à chaque étage. Donc là, à gauche, on a un bâtiment qui a un R+3 avec des croix entre chaque niveau. Donc ça, c'est les croix de Saint-André, encore une fois, réalisées en cornière ou tube ou d'autres profilés de commerce. Derrière, vous avez un autre système avec des diagonales, en général c'est tubulaire, entre chaque niveau, ça peut être deux, ou alors ce système qui n'est pas vraiment utilisé en France, un peu particulier, avec un diagonale qui est un petit peu excentré, souvent parce qu'ici on a une porte, par exemple, une fenêtre, quelque chose qui nous empêche de faire une croix ou une diagonale plus classique. Donc, ça, c'est les trois systèmes qu'on peut rencontrer dans le cadre de bâtiments en structure métallique de type barre centrée. Donc, c'est des structures dans lesquelles la résistance aux forces horizontales est assurée principalement par les éléments soumis à des efforts normaux. C'est l'intérêt de ce système-là. On n'a pas de moment, quasiment pas. Il y a quelques petits moments, des fois, dus à l'excentrement des barres par rapport aux attaches, des choses comme ça, mais ça fonctionne surtout en traction-compression. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre en croix de Saint-André qui fonctionne plutôt en traction. C'est chaque diagonale, en fonction de la distance de l'effort horizontal,
va être une fois en traction et une autre en compression. Et comme il ne fonctionne pas bien en compression, mais, on va considérer que ça fonctionne qu'en traction, et en quasiment doublant l'effort dans le calcul des barres, des diagonales. Ou alors, donc du coup, dans ce cas-là, c'est la résistance aux forces horizontales est assurée principalement par les diagonales tendues, comme je dis ici, mais des fois, on peut utiliser des tubes qui ils ont la possibilité, donc des tubes ronds, des tubes carrés, rectangulaires, qui ont la particularité de fonctionner aussi bien en traction qu'en compression. Donc, bon, les structures, je dis ici, triangulaires à barres centrées, sont les plus utilisées dans la stabilisation verticale des bâtiments en France. Donc, quasiment toujours, on voit les deux systèmes de stabilisation que vous avez à gauche ici, ou les colonnes de Saint-André, ou des systèmes diagonaux. Donc, il y a d'autres systèmes, cette fois-ci, qui ont la particularité, déjà par la conception de fonctionner et en traction en compression. Donc, c'est les systèmes en V, hein, voilà, que ce soit d'un sens ou dans l'autre, ou de nouveau avec une particularité d'une barre un peu excentrée, pas droite, parce que certainement, il y a encore un passage, quelque chose qui gêne. Et donc, dans ce cas-là, bon, voilà, ça fonctionne et en traction et en compression. Et quasiment toujours, on met plutôt des barres de type tube, que ce soit encore une fois rond ou rectangulaire ou carré. Donc, quelques exemples de structures avec ce type de stabilisation à barre centrée. Là, c'est un parking, donc c'est une image qui a été prise suite au séisme de Christchurch en 2011. Mais ça vient d'un rapport de l'Université de Canterbury. Ce n'est pas une mission posismique, on n'a pas été en 2011 en Nouvelle-Zélande. On voit que c'est des systèmes type diagonale. Bon, ça crée des grandes X, mais comme c'est entre chaque panneau, entre chaque poteau, ça va fonctionner et en traction et en compression. Un autre exemple, c'est plutôt un système mixte entre métal et béton, mais avec des stabilisations verticales avec des V métalliques. Et ça vient d'un bâtiment de la Bibliothèque d'État de Californie. A été prise lors d'une mission posismique à Northbridge, en Californie, donc par l'AFS. De nouveau, le même système de stabilisation barre centrée avec des V. Cette fois-ci, c'est un parking métallique à Sendai. Donc, c'est une photo prise par un rapport qui vient d'un rapport de l'Université de Hokkaido suite au séisme de Tohoku en 2011. Un autre exemple, c'est un exemple mixte de fonctionnement avec des palets métalliques et avec un V. Donc, c'est un renforcement des bâtiments en structure béton, finalement. Pareil, qui vient du même rapport. Non, cette fois-ci, vient, du rapport de la mission de la FPS, mais surtout, toujours après le séisme de Tohoku au Japon. Après, il y a un troisième type qu'on a un petit peu évoqué, mais là, on va le voir un peu mieux. Toujours des stabilisations verticales, mais avec des barres excentrées. La particularité, vous voyez, à gauche, par exemple, c'est le système le plus connu, c'est que les diagonales, ils ne vont pas se rencontrer, ils ne vont pas se croiser au milieu de la traverse, de la poutre de plancher, vous voyez, avec plusieurs niveaux. Donc, il y a un petit tronçon d'excentrement, je vais revenir. Ou alors ce système-là, qui pareil, au lieu d'avoir une diagonale qui arrive ici sur la tête du poteau, il a un décalage. D'accord? Ou ce système-là qui est beaucoup plus rarement utilisé, ou donc les deux de droite, là, sont des systèmes qui peuvent être utilisés également, mais qui sont beaucoup moins utilisés. Mais les deux qu'on voit à gauche, notamment le premier, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, mais dans les pays avec une sismicité importante, encore une fois.
Et dans ce cas-là, la résistance aux forces horizontales est principalement assurée par les tronçons d'extrémité, des centrements fléchis ou cisaillés. Donc, on va faire une concentration des efforts dans ces petits tronçons des centrements. Donc, on va créer, comme on a vu tout à l'heure, sur les traverses ou les poutres de plancher dans le cadre des systèmes poteaux-forts, poutres faibles, on va créer un endroit précis qui n'est pas dangereux pour la structure. On va créer une zone de concentration des efforts et on va créer des zones fusibles. Vous allez voir quelques images, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de ça. Donc, dans ce cas-là, donc, on va concentrer les efforts dans ces tronçons d'excentrement qui vont être donc fléchis et ou cisaillés. Donc, c'est des structures dans lesquelles la résistance aux forces horizontales est assurée principalement par les éléments soumis à des efforts normaux, mais dû au fait qu'on a une excentricité, bon, l'énergie va être dissipée, donc il va être concentré, il va être dissipé dans ces tronçons d'excentrement par friction cyclique ou par cisaillement. Et bon, de nouveau, ce type de système triangulaire barre excentré, il n'est pas utilisé chez nous en France, encore une fois, puisque on n'a pas des bâtiments qui sont si hauts à structure métallique et ni la sismicité qui nécessiterait une mise en place de ces systèmes-là qui sont très efficaces, mais encore une fois, dans des zones où la sismicité est très importante. Mais bon, c'est intéressant je trouvais intéressant de vous le montrer. Donc, voilà un exemple cette fois-ci de barres excentrées. Là. Et c'est juste pour vous montrer, on le parlera plus tard encore. Mais vous voyez, dans cette zone-là, on voit que le tronçon excentré, là, on voit qu'il y a les efforts ils ont été concentrés dans cette zone-là. On voit que ce morceau, il a bien travaillé, il a plus travaillé que, vous voyez, les barres qui sont à côté, qui arrivent, hein, ou la traverse du plancher, ou les deux diagonales qui arrivent. Donc, on a bien conçu et réalisé le bâtiment, on a concentré les efforts là, et on voit qu'il y a des dégâts, mais c'est juste ce qu'on appelle l'écaillage de la peinture. Donc, on n'a pas une déformation importante. Bon, c'est plutôt bien fonctionné. C'est une photo qui vient de Christchurch, encore une fois, toujours un parking métallique, du rapport de l'Université de Canterbury. Un autre exemple, cette fois-ci toujours à Christchurch, mais est toujours dans le même rapport de l'Université de Canterbury, mais un centre commercial, parking de centre commercial, la même chose avec les deux diagonales qui ne viennent pas se rencontrer au milieu de la poutre de plancher, mais avec ce petit tronçon d'excentrement. Il y a également, de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, on ne fait pas souvent en France, c'est les structures hybrides ou mixtes à acier-béton. Donc, il y a déjà les structures métalliques qui peuvent être associées à des noyaux en voile béton armé, donc ce qui est dessiné au milieu du bâtiment. On peut imaginer, même si je ne suis pas très fan de ces systèmes-là, parce qu'on a toujours des difficultés à avoir des liaisons correctes entre les ouvrages en béton armé et les structures métalliques. Il y a toujours un problème de tolérance entre les ouvrages en béton armé où les tolérances sont plutôt de l'ordre des centimètres, alors qu'en construction métallique, on a plutôt des tolérances des millimètres. Donc, on a des difficultés pour réaliser des bonnes attaches de la structure métallique sur ces noyaux-là, mais en principe, ça peut exister. Donc, ailleurs, ça se fait, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arriverait pas. Mais bon. Donc, on peut imaginer de faire travailler une structure métallique avec un noyau béton. Donc, les éléments primaires en béton armé sont dimensionnés conformément au chapitre 5 de l'Eurocode 1, donc qui concerne les règles particulières pour les bâtiments en béton. Les éléments primaires en acier, selon le chapitre 6 du même Eurocode 98, partie 1. Mais c'est le chapitre qui s'occupe, donc, c'est les règles particulières aux bâtiments en acier. Il y a toujours dans les structures hybrides ou mixtes, il y a autre chose. On peut imaginer renforcer une structure de type métallique. Donc, vous voyez, là, c'est les poteaux et les traverses. Et faire travailler j'ai parlé pour ceux qui ont fait
le plaisir de m'écouter sur les éléments non structuraux, on peut également intégrer les éléments qui, au départ, sont des éléments de remplissage, éléments non structuraux. On peut les faire travailler avec le panneau, avec le portique métallique. On peut créer aussi des structures mixtes. Bon, ça ne se fait pas vraiment chez nous, encore une fois. Je vais montrer, lors de la deuxième présentation sur les éléments non structuraux, j'ai montré quelques images en Italie, notamment, ça se fait beaucoup. Bon. Pourquoi pas, ça peut se faire, mais bon, voilà, il faut traiter de nouveau bien les liaisons, les éléments de cette partie de remplissage, un milieu de remplissage à la structure métallique. Hein. Il y a des pièces métalliques qui peuvent se mettre en place, ça s'appelle des petites carpes métalliques, des petites pièces métalliques, bon, pourquoi pas, qui assurent donc une connexion, une bonne connexion et du coup une efficacité de comportement de ce type de structure mixte lors d'un séisme. Donc, l'ensemble, du coup, est conçu et dimensionné selon le chapitre 7 de l'Eurocode 8, qui est le chapitre des règles particulières aux bâtiments mixtes en acier-béton. C'est de nouveau une solution rarement utilisée, pour ne pas dire jamais, mais quand même, ça reste rare. Je veux passer donc au grand chapitre des dommages caractéristiques, donc, que j'évoquais tout à l'heure avec beaucoup d'images. Et d'entrée, je voudrais vous parler de quelque chose qui est assez embêtant et assez difficile. C'est quand on va examiner un bâtiment après un séisme qui est plus ou moins touché, plus ou moins avarié. On a le problème des éléments qui sont cachés. Donc, il y a une difficulté, je disais, une difficulté majeure dans l'évaluation d'un bâtiment en structure métallique, mais ce n'est pas seulement en structure métallique, mais particulièrement dans la structure métallique, parce que certains éléments ne sont pas visibles. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai trouvé une image intéressante dans un immeuble de type tour. Donc, le Club Tower, de nouveau à Christchurch. De nouveau, j'ai trouvé cette image dans le rapport de l'Université de Canterbury. On voit bien que la stabilité et les diagonales, je ne sais même pas s'ils sont type centré ou excentré, mais on voit des diagonales qui arrivent, mais il faut bien démonter les parois, les doublages et cloisons pour l'avoir. Donc là, c'est valable et pour les éléments de stabilisation verticale, mais ça peut être valable également pour les éléments de stabilisation horizontale dans des fois les planchers ou dans les éléments de toiture, parce qu'il y a les faux plafonds également. Donc, on a une difficulté, j'ai vécu ça sur place, d'évaluation des bâtiments, et on risque de l'avoir un jour si on va avoir un séisme assez important, modéré, comme j'ai déjà évoqué, on peut avoir un séisme de magnitude 6,2, 6,3 avec des intensités jusqu'à 8 ou 9. Et pour évaluer les bâtiments, dans ces types de bâtiments avec des cloisons, des faux plafonds, ce n'est pas simple de voir ce qui s'est passé. Donc, je vais avoir deux chapitres différents qui parlent des dommages caractéristiques. J'ai créé un petit chapitre qui s'appelle « Catégorie de dommages des éléments structuraux ». En vous montrant, je vais vous montrer quelques photos par famille de dommages. Donc, il y aura la classification rupture des barres du système de stabilisation, centré ou excentré, hein, qu'on vient d'évoquer. Il y a la classification rupture des fixations d'ancrage dans les massifs en béton. Donc, voilà, dans les pieds de poteaux que j'évoquais tout à l'heure, hein, je disais, on va la plupart du temps articuler, non pas encastrer. Il y a des cas où on peut voir la classification ou la rupture dans les assemblages. Cette fois-ci, les assemblages de différentes barres, et notamment des barres de contournement. Il y a le flambement, déversement, voilement et des formations par torsion des éléments, des barres métalliques. Je vous rappelle que c'est les trois types de pièces de stabilité
d'une barre métallique dans notre cas, mais peu importe, c'est juste la résistance des matériaux. C'est le flambement qui est une perte de stabilité par trop de compression, par trop d'effort axial dans un bar. Il y a le déversement qui est une perte de stabilité due au moment des flexions qui vont provoquer un flambement dans la zone comprimée de la barre. Et le voilement qui peut apparaître également dû à un effort tranchant, un effort de cisaillement trop important dans certaines âmes des poutres. Et enfin, la dernière catégorie, c'est l'endommagement des parois de remplissage que j'ai déjà évoqué au département, notamment lors de mon deuxième webinaire que j'ai animé. Mais enfin, bon, je vais vous montrer quand même d'autres images aujourd'hui dans ces éléments-là. Donc, je vais commencer par la plastification rupture des barres du système de stabilisation centré ou excentré. Donc là, il y a quand même des informations importantes, inélastiques dans un palais de contre-vêtement excentré. C'est toujours le parking aérien à Christchurch. Juste deux mots, je ne vais pas répéter après, mais vous voyez ce système excentré où on a concentré les efforts et on voit que ça a bien fonctionné. Il n'y a pas seulement le caillage de peinture que vous voyez ici, mais il y a une déformation quand même assez importante. Donc, l'élément, il a fait ce qu'on appelle une incursion assez importante dans le domaine plastique. Et du coup, on va se dire, dans ce cas-là, il est trop déformé pour que le continue à travailler bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est pour ça qu'on a mis des raidisseurs ici à l'arrivée de la diagonale, par exemple à droite, la même chose à gauche. On va couper ce tronçon, on va le couper, et on va remplacer avec un neuf. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ces zones-là des zones fusibles, puisqu'on peut les changer, on peut les réparer après avoir bien repris les efforts du séisme dans ce cas-là. Bon, évidemment, c'est pas si simple que ça, il faut étayer, mais bon, je veux dire, on peut réparer. C'est beaucoup plus difficile en béton, je ne veux pas vexer les amis bétonneux, mais c'est beaucoup plus facile à remplacer cet élément-là, métallique, en le coupant, en soudant de nouveau. Bon. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est prévu dans ces pays avec une forte sismicité et qui est, je trouve, très intéressant. Il y a une autre image que j'ai trouvée sur le parking Sendai, là, après le séisme de Tohoku. Et on voit cette fois-ci là, le gousset qui permettait d'attacher la diagonale à la poutre de plancher. Mais elle est cassée. Donc, du coup, là, on peut pas dire qu'on a bien conçu cette attache-là. Le gousset, il a subi un flambement, un déversement hors plan, et qui a amené à la rupture. Donc, bon. Et enfin, bon, on peut changer ces diagonales tout simplement en changeant ces diagonales et le gousset, notamment celui d'Anon, en enlevant les boulons. C'est relativement facile à réparer, même si, vu que ça a rompu, ce gousset il a été rompu, c'est qu'on n'a pas forcément bien conçu cette pièce. Il y a de nouveau un système de stabilisation excentré. Là, on voit ce morceau d'excentrement, là, de nouveau bien travaillé, avec une peinture écaillée et avec une déformation importante. Donc, c'est de nouveau un morceau qu'on peut couper et remplacer par un élément tout neuf, quoi. Donc, ça vient de nouveau de Christchurch, du Pacific Tower. Là, c'est un cas qui montre que ça n'a pas bien fonctionné parce que, vous voyez ici, à partir de là, il y avait on voit en haut de la photo l'arrivée normale de la diagonale avec le raidisseur. On voit que ça a effectivement bien fonctionné à un premier moment, mais après, du coup, à l'arrivée de la diagonale, il y a eu une rupture de ce tronçon. Donc, bon, là, ce n'est pas une réussite parce que, du coup, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas que le tronçon d'excentrement du milieu qu'il faut changer, mais certainement la poutre également. Du coup, je vais passer aux deuxième catégorie
de dommages caractéristiques, ça concerne la classification ou rupture de fixation d'ancrage dans les massifs. Donc là, on voit une image de Sendai qui nous vient du rapport de l'Université de Hokkaido après le séisme de Tohoku en 2011. On voit qu'il y a un allongement assez important de tiges d'ancrage. Bon, il y a même une fissuration, si je vois bien, du massif en béton. De nouveau, ce type de problème de rupture de fixation, ancrage, avec de nouveau un problème de fonctionnement du pied des poteaux. De nouveau, ça vient de Sendai après le séisme de Tohoku 2011. La même chose, cette fois-ci, ça vient toujours du Japon, mais c'est toujours un problème d'ancrage, de rupture de l'ancrage du poteau métallique dans le massif en béton. Ça nous vient cette fois-ci des Miyajino, c'est pas loin de Sendai, donc c'est un peu la même zone, et toujours après le séisme de Tohoku 2011. Toujours j'ai trouvé toujours dans le rapport de l'Université de Hokkaido. Là, c'est encore pire parce qu'il est sorti complètement et il y a du massif, le pied de poteau, avec vous voyez un petit peu sur l'image, une diagonale, un rond-plein qui arrivait de stabilisation. Et là, donc, du coup, il y a eu un agrandissement du trou des tiges d'ancrage qui ont fait que il est sorti carrément des tiges d'ancrage qui le fixaient dans le massif en béton. Donc, ce n'est pas du tout un bon comportement. Ce n'est pas forcément ce qu'on voulait faire. Donc, c'est même dangereux. Donc, bon, ça semble, vu la taille du poteau, ça semble qu'il s'agit, je pense, d'un poteau secondaire, mais quand même. Donc là, c'est rupture des tiges avec un problème aussi au niveau des percements de ces platines. Et elle n'a pas l'air non plus très raide, donc du coup, ce n'est pas forcément une réussite pour ce pied de poteau. Donc, c'est de nouveau à Miyajino, à côté de Sendai, toujours après le séisme de Tohoku. Cette fois-ci, c'est une diagonale. Donc là, on va passer à la classification rupture des assemblages. Cette fois-ci, c'est un problème de diagonale entre des assemblages poutre-poteau. Donc, il y a une classification importante sous flexion, au plan de la platine d'excentrement. Mais il n'y a pas le gousset, il a bien fonctionné, mais bon, quand même. Et donc là, c'est quelque chose que j'ai trouvé, une image que j'ai trouvée de nouveau à Christchurch après le séisme de 2011 et toujours dans le bâtiment Club Tower. Cette fois-ci, c'est une image que j'ai trouvée dans un cours du professeur Zacek sur le séisme de Chichi, Taïwan en 1999. Il y a carrément une rupture de la soudure d'un poteau. Donc là, effectivement, de nouveau, c'est tellement un problème de conception, de calcul. Donc là, on voit la photo qui montrait la platine sur laquelle était soudé le poteau. C'est pas le même, mais c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'un poteau qui était soudé sous l'intersection de deux poutres qui est parti. Le poteau, il a été, sous la tâche, ça a été cassé, la tâche était cassée, il n'a pas résisté, donc il n'était pas soudure. Donc, du coup, le poteau il est parti. Donc, bon, c'est évidemment un problème de qualité de soudure, puisque la rupture a été franche au-delà de ces soudures dans l'assemblage du poteau sur les poutres de plancher. Et c'est une photo qui vient de Kobe cette fois-ci, après le séisme de 1995. Et ça, c'est une photo que j'ai trouvée dans le rapport de la mission post-sismique à l'EFS. Il y a d'autres images, une autre image où on voit un problème de déformation par torsion et déversement d'une poutre de plancher. Là, c'est Sendai, toujours après le séisme de Tohoku en 2011. Donc là, effectivement, même si c'est une poutre de rive, certainement qu'elle n'a pas été bien conçue, bien dimensionnée, vu le dégât, vu le comportement quand même pas terrible de cette poutre-là. Bon, c'est une poutre qui avait une portée importante, mais n'empêche que donc torsion, il y avait une combinaison de torsion et un peu de déversement qui ont fait que
Du coup, ce poutre, il faut complètement la changer. Bon, après, je ne sais pas, derrière, ça semble avoir des dégâts assez importants, le bâtiment. Donc, peut-être qu'il n'y a pas que ce poutre-là qui avait des problèmes, mais bon, déjà, c'est là. Cette fois-ci, c'est le pied des poteaux, l'enflammement local des poteaux métalliques à la proximité des appuis. Bon, là, je dis toujours, c'est un exemple de mauvaise conception, hein, à faire un soubassement ou un petit potelet béton et mettre les pieds de poteaux métalliques sur ce soubassement ou ces poteaux métalliques, béton, c'est jamais une bonne idée. Au départ, ça semble une bonne idée puisque c'est souvent le cas, vous allez voir d'autres images, des bâtiments de stockage, puisque les gens ils se disent, puisque on a des chocs dus à la manutention, on a toujours des problèmes sur les pieds de poteau, et bien autant les monter un peu plus haut, donc les mettre sur ces éléments en béton. Sauf que forcément, ben, ça ne fonctionne pas bien. Il y a un dysfonctionnement et l'assemblage et du fait que l'appui est beaucoup moins raide que sur un massif directement. Donc, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Il faut descendre les poteaux jusqu'en bas et à la limite, ou les entourer par du béton ou par du caoutchouc, enfin voilà, les protéger, mais tout en descendant jusqu'au massif. Quoi. Donc, ça, c'est de nouveau à Sendai après le séisme de Tohoku 2011. Là, cette fois-ci, c'est carrément, pas seulement un enflammement, mais quasiment la rupture des croix, hein, des croix de Saint-André. Bon, si on regarde bien la photo, il n'y a pas que ça comme problème, mais moi, je me focalise, je regarde que la partie métallique, là, les croix de Saint-André qui sont complètement sorties de leur plan. Donc, il y a eu voilà, forcément un problème de conception de calcul. Ils sont complètement flambés et cassés. Donc, ce n'est pas du tout un bon fonctionnement. Il y a de nouveau un flambement, mais pas très, très important, mais un peu quand même, du poteau sous l'effet du moment hors plan sur la poutre métallique en bas. Bon, c'est de nouveau suite au séisme de Tohoku en 2011 au Japon. Là, on voit un flambement local d'une diagonale de stabilisation. Hein, bon, c'est toujours après le séisme de Tohoku 2011, c'est toujours à Sendai. Donc, de nouveau, cette diagonale tubulaire, bon, n'a pas été forcément bien conçue, bien calculée, parce que là, quand même, on voit un flambement assez important de cette barre. Je passais enfin à l'endommagement des parois de remplissage, même si j'ai déjà évoqué lors du webinaire concernant les éléments non structuraux. Bon, on a toujours des fissurations du mur de remplissage. Donc, ça, c'est toujours l'immeuble Club Tower à Christchurch après le séisme de 2011. Donc, c'est assez classique avec les fissures quasiment à 45 degrés et qui partent des ouvertures. Dans ce cas-là, c'est une grande fenêtre horizontale et les fissures qui sont propagées dans le mur. Quoi. Là, cette fois-ci, c'est un panneau de façade qui est quasiment tombé. Hein. C'est pendant le séisme de Tohoku, toujours pareil, toujours à Sendai. Et c'est une photo que j'ai trouvée toujours dans le rapport de l'Université de Hokkaido. Et cette fois-ci, une fissure importante au niveau des appuis de ces panneaux de façade sur les poteaux métalliques. C'est un centre commercial à Christchurch. Et de nouveau, une photo que j'ai trouvée dans le rapport de l'Université de Canterbury. En Nouvelle-Zélande. Donc, bon, c'est un problème cette fois-ci d'attache de ces panneaux préfa certainement sur des poteaux métalliques de façade. Et un deuxième temps, je voudrais vous parler cette fois-ci des catégories de dommages par type de structure et de fixation. Et là, je vais vous évoquer cinq chapitres. Les dommages aux structures de type portique, qu'on a déjà évoqué. Aux barres de système de stabilisation, on a déjà vu quelques-unes, mais j'en ai d'autres. De nouveau, certains dommages, mais plus ciblés sur les assemblages. Après, sur les fixations d'ancrage. Et de nouveau, quelques images sur le remplissage de parement.
Donc là, je commence par un flambement local d'un poteau type tour, structure métallique, suite au séisme de Mexico 85. Donc, photo que j'ai trouvée de nouveau dans un rapport de mission post-sismique de la FPS. Ça fait partie des tours qui ont eu des soucis importants. Il y en a eu 3 ou 4 lors de ce séisme au Mexico. Mais comme vous le savez certainement, Mexico, c'est quand même une très, très grande ville qui est bâtie sur un ancien lac. Donc, il y a des problèmes d'amplification locale dès qu'il y a un séisme qui arrive parce que le terrain il est très, très mauvais. Mais malgré tout, vu la taille de la ville, vu qu'il y a quand même pas mal de tours, de bâtiments de haut niveau, de haute altitude, moi je trouve qu'ils sont relativement forts en conception et calcul parce que ça reste, évidemment, il y a des bâtiments qui ont été obligés de les démolir. Il n'y a pas que ce poteau-là, dans ce cas-là, de ce bâtiment-là, mais quand même, ça reste quand même un nombre limité de dégâts. Bon, voilà, toute comparaison, évidemment, avec d'autres tremblements de terre n'est pas forcément bonne, mais bon, moi, je trouve que ça reste pas trop mal, même s'il y a eu chaque fois quand même des dégâts assez importants et un certain nombre de personnes qui ont été blessées, mais vu la situation de la ville, bon, c'est pas trop mal. Bon, dans ce cas-là, on voit quand même un problème assez important de flambement localisé dans un poteau de type caisson. Il y a de nouveau un problème, cette fois-ci, de plastification d'une tête. Bon, c'est un séisme de nouveau très fort qui a eu lieu à Anchorage, en Alaska. On voit carrément qu'il voilà, y a un gros souci de plastification de la tête du poteau. Hein. Là, évidemment que tout ça ne fonctionne plus. Bon, je pense qu'il n'y avait pas que cette attache et que cette tête de poteau sous la traverse. Je pense qu'il y a eu des soucis plus importants. Et là, on voit aussi un mur qui était attaché à ces portiques métalliques. Cette fois-ci, il y a je voulais montrer cette image-là pour voir un gros souci de déversement d'une poutre de toiture. C'est suite de nouveau au séisme de Christchurch en 2011. Et c'est de nouveau une photo que j'ai trouvée dans le rapport de l'Université de Canterbury. Donc, bon, là, on voit que la traverse était clairement sous-dimensionnée vu le déversement important de la traverse. Là, c'est pire encore, c'est un problème et de déversement et d'affaissement des portiques. Ça vient du port de commerce de Haïti, là, après le séisme d'Haïti en 2010. De nouveau, une photo que j'ai trouvée dans le rapport d'émission post-sismique de la FPS. Mais vous allez voir sur notre photo, il y a le problème également que j'évoquais tout à l'heure des poteaux, des portiques d'un bâtiment de stockage du port qui était surélevé sur un petit potelet en béton. On va voir notre photo meilleure que ça. De nouveau, une photo de le même bâtiment, mais en zoom, qui nous montre donc les dégâts importants qu'ont subis les traverses. Là, il n'y a pas seulement le déversement, mais il y a le voilement, il y a la sortie hors plan de la traverse assez importante. Une déformation très, très importante, toujours après le séisme de Haïti 2010. Là, c'est des dommages un petit peu moins importants, modérés. Il s'agit d'une structure métallique sur un bâtiment, je pense, mécanique, mais aussi de stockage, certainement. Après le séisme de Boumerdès en 2003 en Algérie, nouveau après du rapport de la mission post-sismique à FPS. Là, c'est un dommage plus léger de l'ossature type portique avec une peinture qui est de nouveau écaillée, voilà, ce qu'on appelle cloquage de la peinture de protection. C'est après le séisme de Kobe en 1995 au Japon. Là, je vais passer aux barres de système de stabilisation avec d'autres photos. Donc, on voit une diagonale de la poutre au vent en X qui s'est cassée. Hein. Il y a
un autre qui est flambé et une autre qui est carrément cassée. On le voit ici, pendouille, de la poutre au vent. Donc, c'est suite au séisme de Christchurch en 2011. Cette fois-ci, c'est une stabilité verticale. On voit bien qu'il y a une diagonale qui s'est cassée. Il y a une rupture en section nette et puis un flambement de l'autre diagonale. Donc, c'est une stabilité à barre centrée cette fois-ci. Et c'est de nouveau suite au séisme Tohoku 2011 au Japon. Là, cette fois-ci, c'est une rupture d'une diagonale de la stabilité verticale, on voit ici, mais avec des problèmes également dans le poteau type caisson à côté de la stabilité, ou qui est lié à la stabilité verticale. Donc, il y a certainement un manque de ténacité des poteaux de cette stabilité. Donc, ça, c'est un bâtiment à Kobe, après le séisme de 95 au Japon. De nouveau, au niveau des barres de stabilisation verticale de Claude Saint-André, on voit une barre qui a bien flambé et en cornière, de la stabilité à barre centrée. Donc, évidemment qu'il faut la changer. C'est des barres quand même d'une longueur assez importante, des X d'une longueur assez importante. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée de mettre des cornières dans des stabilités avec des portées si importantes. Mais bon, voilà, c'est toujours après le séisme de Kobe 95. Là, de nouveau, un exemple sur un tronçon d'excentrement de stabilité du système avec un tronçon d'excentrement. Vous voyez bien que de nouveau, on constate un blocage de la peinture et avec une déformation très, très importante, mais quand même. Donc, il va être de nouveau, on va être obligé de nouveau de couper ce tronçon de centrement et le remplacer par un autre morceau tout neuf. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est de nouveau le parking aérien à Christchurch après le séisme de 2011. De nouveau, un problème dans une stabilité, cette fois-ci centrée, barre centrée après le séisme de Kobe en 95. On voit qu'une des diagonales est bien flambée. Il vient s'appuyer certainement sur ce tuyau. Je n'ai pas été sur place pour voir, mais bon, on voit qu'il a bien flambé cette diagonale. Donc, Kobe après le séisme de 95, de nouveau une photo que je trouvais dans le rapport de la mission FPS. D'autres images avec des dommages modérés, mais quand même restent assez importantes au bas du système de stabilisation, avec un flambement des diagonales de nouveau après le séisme de Kobe en 95. Et des dommages modérés de nouveau, mais on voit de nouveau la plastification dans le gousset avec l'écaillage de la peinture. Mais il me semble que je ne vois pas de déformation. Donc, je dirais que on peut dire que ça a un comportement relatif bon avec juste une petite incursion dans le domaine plastique sans abîmer, sans casser le gousset. Bon, les attaches par boulonnage sont bien tenues, donc c'est plutôt pas mal. C'est de nouveau après le séisme de Kobe en 95. De nouveau, un autre exemple, toujours des cages de peinture d'un tronçon d'une palais à barre excentrée. C'est cette fois-ci l'immeuble qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, Club Tower de Christchurch, après le séisme de 2011. Toujours une photo que j'ai trouvée dans le rapport de l'Université de Canterbury. Un autre dommage important, cette fois-ci aux assemblages donc, de barres de stabilisation, des barres tubulaires. Cette fois-ci, c'est après le séisme de Chili 2010, une série de constitution. Donc, toujours, j'ai trouvé toujours cette photo dans le rapport de l'émission prosismique. Il y a de nouveau une autre rupture des diagonales
notamment au niveau de l'assemblage du tout sur le gousset central, au croisement des deux diagonales, là, mais c'est parce qu'il y a eu un flambement important et aussi certainement la tâche n'était pas bien calculée et conçue, surtout calculée. De nouveau après le séisme de Tohoku 2011. Une autre photo qui nous montre une rupture fragile de l'assemblage, précisément de boulons à stabilité verticale à barre centrée après le séisme de Tohoku de nouveau. Là, on voit que le reste des boulons qui ont été complètement cisaillés dans la tâche. Ça, c'est un zoom sur une diagonale que je vous ai déjà montré du parking au Japon, où je disais que le gousset n'a pas tenu ben, on a une rupture ici, une rupture qui fait que voilà, ça n'a pas été bien dimensionné. Bon, malgré tout, on peut enlever ce gousset, cette diagonale et le changer, mais bon, ce n'est pas une réussite. On a une rupture du cordon de soudure, mais je dirais plutôt un dommage qu'on peut considérer comme modéré de cet assemblage poteau-poutre. Donc, c'est de nouveau après le séisme de Tohoku 2011 au Japon. Là, pareil, je dirais des dommages plutôt légers au niveau des assemblages avec des traces de plastification locale dans un assemblage, de nouveau après le séisme de Kobe 95. Là, au niveau des fixations, on voit de plus près un poteau qui est sorti lui aussi des refixations avec une plastification importante de la platine et voilà, un dysfonctionnement de cette attache ancrée dans le massif béton, toujours après le site de Tohoku 2011. Là, c'est un zoom sur le bâtiment que j'évoquais tout à l'heure de Haïti, là, du port, là, où je disais, voilà, il n'y a pas seulement les traverses qui ont mal été calculées avec les forts déversements qu'on a vu tout à l'heure, mais encore une fois, sur cette fausse bonne idée de mettre le pied des poteaux sur un petit potelet béton. Forcément, lui, il a bougé et du coup, au lieu d'avoir le portique métallique, en plus avec vous avez vu, une portée assez conséquente, assez importante, eh bien, au lieu d'avoir un appui fixe, bien articulé, eh bien, il y a un appui glissant, on va dire, quelque part. Et voilà, ça a dû quand même changer les transitions des efforts et les reprises des efforts. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Donc, du coup, tous ces bâtiments, et par rapport aux appuis et par rapport aux dégâts que vous avez vus tout à l'heure sur les traverses, mais je pense qu'il est bon pour être démoli. De nouveau, un problème dans une fixation avec un massif d'ancrage qui est éclaté. Donc, bon, ça n'a pas tenu au niveau des efforts. La reprise n'a pas été bonne, les efforts. Une élongation des tiges d'ancrage des pieds de poteau, de nouveau, bon, c'est plutôt modéré comme dommage, mais quand même, et ça vient du séisme du Chili en 60. Et pour finir, il y a des dommages, de nouveau, quelques photos sur les dommages des éléments de remplissage. Donc, c'est un bâtiment industriel qui a perdu une grande partie des vitrages de remplissage. Bon, c'est suite au séisme de Erzincan en 92 en Turquie. De nouveau, une photo que j'ai trouvée dans le rapport de l'émission post-sismique. Donc, voilà, on voit les dégâts quand même importants. De nouveau, dégâts importants au niveau du remplissage en maçonnerie armée, cette fois-ci. Donc, bon, voilà, le système que je disais qu'on n'utilise pas vraiment en France, on relie un peu au poteau les murs. Des dégâts importants sur le bardage métallique. Bon, c'est un séisme assez important à Kwaninga en 83 aux États-Unis. Une nouvelle photo qui vient du rapport du professeur Romina Zacek. De nouveau, des dégâts assez limités en remplissage des pignons et de nouveau après le séisme de Erzincan en 92. Et enfin, une photo qui vient de nouveau de Kobe, après le séisme de Kobe en 95, avec une perte des parois externes du bâtiment. Mais bon, la structure principale reste intacte. Donc, bon, je dirais dommage modéré, mais bon, quand même, ce n'est pas forcément une très bonne chose, évidemment, si tous ces panneaux ils vont tomber, espérant qu'il n'y avait personne qui passait par là. Et je voudrais finir ma présentation avec, j'ai déjà évoqué
quelques photos prises lors de ma mission postsismique en 2016, après le séisme des Apennins, en Italie centrale du 24 août 2016. Et puisqu'on on parle des bâtiments en structure métallique, donc j'ai tenu à vous montrer quelques photos d'un bâtiment qui, malgré les dommages importants, je trouve qu'il s'est comporté pas trop mal, vu qu'autour, il ne restait pas beaucoup de poteaux, de bâtiments debout. C'était plutôt une zone, la zone qu'on appelle rouge d'Amatrice, où il y avait plein de bâtiments qui étaient par terre. Donc, il s'agit d'un bâtiment à 4 niveaux, enfin 3 et un peu un comble aménagé. Hein. Donc, c'est un rez-de-chaussée en 2 niveaux et des combles aménagés sur une surface réduite. Il y avait un petit atelier mécanique au rez-de-chaussée, un premier étage occupé par des bureaux et le deuxième niveau et les combles aménagés par des logements. On voit déjà avec des premières images de ces bâtiments en structure métallique. D'autres images pour vous dire que la structure porteuse de l'immeuble est plutôt de type portique métallique, donc bon, avec la particularité fonctionnement en cadre, poutre poteau, et on a déjà discuté, enfin on a déjà vu ça longuement tout à l'heure, donc où la résistance au séisme est assurée par la flexion des poteaux et des poutres dans les deux directions, transversales longitudinales, avec une particularité, deux particularités d'ailleurs. Une particularité que les assemblages des poutres de plancher sur les poteaux sont réalisés par soudure. Donc, bon, encore une fois, on le fait beaucoup moins souvent en France. On préfère plutôt réaliser des attaches par boulonnage. Bon, c'est toujours difficile de réaliser des bonnes soudures sur place. Après, les avantages des attaches boulonnées, c'est qu'il faut bien serrer les boulons et il faut être quand même soigné même dans ce type d'assemblage. Ce n'est pas toujours le cas quand même, mais bon. L'effet diaphragme réalisé à chaque niveau a été réalisé à chaque niveau dans le cas de ce bâtiment par des planchers collaborants, au moins, depuis que j'ai vu, au moins à bas collaborant. Et je vais revenir avec la particularité du système italien. On a double paroi et une des parois, de ce sandwich, paroi vient être fixée entre poteaux. On va voir d'autres photos. Voilà, on voit un petit peu les photos du rez-de-chaussée. On voit le système que j'évoquais, poutre poteau, portique métallique droit, avec des attaches par soudure, réalisées par soudure. On voit un petit peu en haut aussi. La structure était impeccable. La structure n'avait pas de déformation, sauf un poteau, je vais vous le montrer. Donc, le compartimentage de l'immeuble, je disais ici, est réalisé à l'aide de cloisons légers de double paroi en maçonnerie, assurant la fermeture du bâtiment, pignon longtemps. La peau extérieure de ces murs était fixée entre les armes des poteaux métalliques. Vous allez voir encore des photos. Donc, les murs longitudinaux n'étaient pas du tout désolidarisés de portiques, comme on le fait nous en France, la plupart des cas, mais plutôt donc, liés. Et donc, du coup, ils ont participé, ils ont contribué à la reprise des efforts horizontaux du séisme dans cette direction. Donc, c'est une façon de faire qui a des avantages, même si on voit qu'évidemment, du coup, il y a des dégâts importants au niveau de tout ce qui est éléments non structuraux, mais encore une fois, avec l'avantage que le bâtiment, au niveau de la structure, il n'a pas grand-chose. Donc, par contre, le comportement, donc on le voit encore une fois, de la structure métallique, il est assez satisfaisant. Vous allez voir qu'il n'y a pas, sur les autres photos que je vais vous montrer, il n'y a pas énormément de dégâts, à part un poteau de pignon qui a quand même un flambement important. Donc là, quelques images, quelques zooms sur des assemblages poutre poteau. Bon, il n'y a pas de déformation, je ne vois rien. C'est plutôt bien comporté, il n'y a rien de spécial. Et on voit sur les photos d'en bas de l'écran, notamment à gauche, le fait que effectivement les murs de remplissage, notamment des façades, il était bien fixé, bien attaché au poteau métallique. Évidemment qu'ils ont fait quelque part le boulot que j'évoquais tout à l'heure d'éléments fusibles. Quoi. Donc, effectivement, ils ont pris cher, entre guillemets, mais par contre, la structure métallique, elle a quasiment rien.
Donc là, je fais un zoom sur le poteau qui, lui, il a flambé quand même dans le pignon, là. Donc là, par contre, ce poteau, effectivement, a subi un enflammement important. Donc lui, il va falloir le changer. Mais le reste, je ne vois pas grand-chose. Je vais vous montrer une autre image qui montre que ça a fonctionné relativement bien, le bâtiment. C'est là parce qu'on voit des écailles de la peinture hein, sur le poteau. Hein. Donc, ça veut dire que cette zone-là elle a bien fonctionné et qui a fait des incursions dans le domaine plastique, je veux dire, post-élastique, mais sans créer vraiment une rotule plastique comme c'est le cas des bâtiments que je vous ai montré tout à l'heure où on va créer une rotule plastique, mais dans la traverse, dans le poteau, évidemment, ce n'est pas une bonne chose. Donc, vu qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la création d'une rotule plastique, je dirais que bon, malgré tout, c'est bien comporté. Il y a eu quand même une sollicitation de ce poteau importante. Il a fait des incursions, mais qui reste quand même limitées. Donc, évidemment qu'il y a vous voyez, même sur ces photos, les panneaux maçonnés qui ont pris, qui ont été très sollicités et qui sont très abîmés, mais et qui ont fonctionné encore une fois comme des fusibles, mais et dans le plan et au plan, mais la structure métallique, à part le poteau qui a bien été sollicité en flammement, et cette zone-là qui, on voit, bon, a bien travaillé et qui a fait des incursions dans le domaine plastique, mais sans avoir trop de déformations, c'est-à-dire sans former une rotule plastique. Et donc, du coup, de nouveau, deux images sur la partie compartimentage, donc, notamment au niveau des façades de l'empan. On voit qu'effectivement, la première peau, celle qui était bien attachée au poteau, elle est sortie et est partie. Bon, ça ne tombait pas de très haut, donc c'est sûr que vaut mieux qu'on passe pas par là, mais bon, donc on voit que ça a bien fonctionné. Donc, ce que je dis sur cette image-là, sur ces slides, je m'approche de la fin d'ailleurs, la rigidité globale du bâtiment dans le sens longitudinal a été finalement assez bonne. Bon, il y a évidemment ce travail mixte des portiques métalliques avec des connexions soudées dans les deux directions, plus l'apport important finalement de la maçonnerie fixée entre poteaux. Hein. Encore une fois, on a fait travailler ces murs de remplissage et de fermeture du bâtiment pour la reprise des efforts horizontaux. Évidemment que du coup, la rigidité globale de ces panneaux-là, de ces panneaux mixtes, a été assez importante. Je vais vous montrer pour finir des photos qui montrent une fois de plus cette rigidité longitudinale importante parce que vous allez voir, on peut aller de suite, à côté de ce bâtiment à structure métallique, il y avait un bâtiment plus bas, plutôt maçonné, plutôt classique, hein, d'habitation, et on voit que on a des fissures longitudinales à ce niveau-là, donc presque au niveau du plancher haut du premier niveau du bâtiment en structure métallique. Et normalement, quand vous avez des entrechoquements, on appelle ça des entrechoquements entre deux bâtiments, un bâtiment qui est plus bas et un qui est plus haut, on voit finalement des fissures dans le bâtiment plus haut. Donc, celui qui est plus haut, il prend un choc important en contact avec le bâtiment plus bas. Et là, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que finalement, le bâtiment en structure métallique et avec le remplissage qui fonctionnait ensemble avec la structure métallique, a créé une rigidité tellement importante que finalement, c'est le bâtiment plus bas maçonné, un bâtiment d'habitation classique, qui a pris plus finalement des efforts et qui a été sollicité et finalement un peu avarié au lieu que ce soit le bâtiment qui était plus haut. Donc, pour finir, de nouveau, des photos de ce bâtiment-là, voilà, enfin, un peu d'ensemble. On voit de nouveau le poteau qui était flambé ici et la structure un peu bâtiment. Bon,
vous voyez encore une fois que la structure métallique, à part ce poteau qui a flambé, et de l'autre côté, on a vu la zone du haut du rez-de-chaussée, un autre poteau qui était bien sollicité, qui a bien travaillé dans le domaine plastique. Le reste, c'est impeccable. Il n'y a pas de déformation importante, il n'y a pas de dégâts dans la structure métallique. Donc, évidemment que je prêche ma paroisse, mais bon, je suis plutôt content du comportement de ces bâtiments, alors que j'étais assez triste de tous les bâtiments qui étaient effondrés à côté. Bon, c'était des bâtiments évidemment beaucoup plus anciens et plutôt en pierre ou en maçonnerie. Je montrais quelques images lors de ma première présentation. Évidemment, il y a eu quand même dans ce centre-ville d'Amatrice 300 morts. C'est quand même assez triste, assez impressionnant, surtout quand on va après le séisme pour faire ces missions post-sismiques. Donc, j'ai fini. Je me fais plaisir encore de vous montrer une photo de nos chantiers que j'ai trouvé assez intéressant. C'est le dôme du zoo de Beauval. Voilà, ce week-end, j'ai une mission de contrôle technique, mais c'est surtout parce que c'est une structure très intéressante qui monte à presque 50 mètres avec un diamètre à la base de 80, entre 80 et 100 mètres, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était plutôt un bâtiment assez sympa. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai montré des choses relativement intéressantes, que je ne vous ai pas fait perdre du temps. Je vous remercie encore. Merci, Monsieur Balgio, pour cette présentation et ces nombreuses illustrations encore qui permettent de bien comprendre le discours que vous dites. Donc, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, on a un grand nombre de questions et plusieurs questions techniques dont je ne vais pas forcément aborder à l'oral. Ça mériterait une réponse par écrit, avec une réponse plus précise par écrit. Donc voilà, on va essayer de traiter les questions pendant cette petite demi-heure qui nous reste. Donc, première question, quand encastrer ou articuler les poteaux et quels sont les impacts structurels et financiers? Ouais, j'ai un petit peu parlé de ça. Je disais qu'en 90 ou 95% des cas, on choisit plutôt articuler les poteaux parce que ce qui intéresse un client qui nous confie à tous, je veux dire, architecte, entreprise, bureau de contrôle, la mission de s'occuper de son bâtiment. Ce qui intéresse à lui, c'est de construire bien, bien évidemment, correctement par rapport aux normes, mais aussi avec un prix optimisé, d'optimiser le côté donc, économique aussi. Et il s'avère que finalement, la solution qui est la plus économique, bon, à part quelques cas que j'ai évoqués précis où le bâtiment il est très haut, où c'est un bâtiment avec des ponts roulants qui sont assez importants, mais ça devient rare en France parce qu'on fabrique plus grand-chose en France. C'est plutôt des bâtiments où il y a la manutention, enfin, l'entretien des différents éléments. Donc, dans ces cas-là, peut-être que c'est toujours intéressant d'encastrer les pieds de poteaux, mais sinon, le reste du temps, c'est beaucoup plus économique d'articuler. Donc, c'est ce qui intéresse, c'est finalement la somme du prix des ouvrages en béton armé et de la structure métallique. Donc, quand on fait la somme du prix des massifs plus la structure métallique, ça, voilà, la plupart, ça veut dire 90, pour ne pas dire 95% du temps, c'est moins cher de faire des bâtiments à structure métallique articulés en pied. Merci pour votre réponse. Alors, question d'après. La résistance des croix doivent-elles décroître de bas en haut pour que les allongements soient similaires ou ce n'est pas obligatoire? C'est une question qui est assez intéressante, mais c'est pas normalement, si vous voulez, une colonne de Saint-André, elle est encore une fois censée à travailler qu'en traction. Donc, si on n'a pas de problème, ce qui m'est arrivé, entre parenthèses, de voir sur certains chantiers où les croix, ils ne sont pas bien mises en tension, où les assemblages, ils ne sont pas bien serrés, normalement, il ne doit pas avoir de problème
voilà, de flexion ou d'allongement ou de quoi que ce soit au niveau des croix. Il doit être bien tendu parce que sinon, c'est pour ça que des fois, quand je vois des problèmes de ce type-là, avec des attaches qui ne sont pas bien serrées ou des croix qui sont déjà un petit peu déformées parce qu'on a eu des problèmes de transport ou de stockage, ou même en montage. S'ils ne sont pas bien tendus dès le départ, quand une sollicitation importante va arriver, donc ça peut être le vent, ça peut être le séisme, bon, des fois ça peut être, si on a un pont roulant, un freinage de pont roulant, mais avant que ces stabilités jouent leur rôle de reprise des efforts horizontaux dans le sens longitudinal, encore une fois, eh bien, on va avoir des efforts qui vont arriver ailleurs parce que c'est toujours pareil, hein, que ce soit une structure métallique ou un autre type de structure. Les efforts, ils vont se disperser, ils vont arriver, ils vont aller ailleurs, quoi. Donc, ils vont se redistribuer ailleurs. Et au lieu de faire fonctionner et de stabiliser correctement les bâtiments par ces courants, eh bien, ils vont aller ailleurs et peut-être ils vont produire des efforts indésirables ailleurs. D'accord, merci. Donc, troisième question. Toujours, enfin, par rapport aux assemblages, est-ce qu'il existe un type d'assemblage préférable aux autres, soudé, boulonné, riveté? Et si oui, pour quelle raison principale? Des assemblages d'UVT, on fait quasiment plus. Je crois qu'il existe un seul encore artisan qui sait faire ça et on le fait juste pour les travaux de rénovation sur des structures anciennes, ce qu'on appelle les structures type Eiffel. Donc là, par exemple, coordonne des travaux sur la Tour Eiffel, sur l'un des pieds de la Tour Eiffel. Et là, évidemment, qu'on ne va pas changer des dérivés avec autre chose. Donc, bon, voilà. Ou alors, j'ai eu des fois à examiner des travaux sur des gares anciennes à Bordeaux, à Orléans, ailleurs. Donc là, dans des cas comme ça précis, qui sont plus pour des critères esthétiques, on va utiliser encore dérivés, mais les dérivés, voilà, on ne les fait pas sur du neuf ou autre chose. Entre le boulonné et soudé, je ne sais pas dire qu'est-ce que c'est mieux. Hein. Il y a des avantages et des désavantages aux deux solutions. Ça veut dire que pour les assemblages boulonnés, c'est relativement facile, mais n'empêche que par le fait qu'on ne va pas serrer les attaches, les assemblages de poteaux traverse, par exemple, jusqu'au bout de le départ, parce que sinon, on ne peut pas monter correctement l'ensemble du bâtiment. Donc, on va serrer petit à petit, un peu comme on le fait quand on a un problème avec les roues de notre voiture. Hein. On ne va pas les serrer, on va les remettre à la place. On va serrer en cercle, au fur et à mesure, les boulons. Les écrous et tout ça, on va les serrer d'une manière progressive. C'est comme ça que ça se passe aussi au niveau des bâtiments. Et du coup, certaines fois, on oublie voilà, on confond la vitesse et précipitation, je ne sais pas quoi. On est toujours à la course. Donc, du coup, effectivement, des fois, on constate qu'il y a des boulons qui ne sont pas bien serrés dans les assemblages. Et l'autre désavantage des assemblages boulonnais, c'est que quand vous avez des bâtiments avec des portées assez importantes, avec des poutres treillis, je ne sais pas, au-delà de 25 mètres, ça m'est arrivé jusqu'à 100 mètres de voir des poutres treillis. Le problème de ces attaches boulonnaises, c'est que, je pense que vous le savez, la plupart d'entre vous, quand on fait un assemblage boulonné, par rapport au boulon qui est prévu, on fait un trou dans la pièce qui nous sert le gousset que j'ai montré tout à l'heure ou d'autres pièces d'assemblage de 1 ou 2 mm plus que le diamètre du boulon. Donc, il y a ce que ça s'appelle le jeu des boulons, le jeu dans les assemblages boulonnés. Sinon, on ne peut pas monter hein, quasiment. Donc, du coup, quand pour une structure assez importante, avec une portée, voilà, il dépasse au moins 25 mètres, 30 mètres, 50 mètres, quelque chose comme ça, ces jeux dans les boulons font qu'on va avoir des flèches, des déformations plus importantes que celles qui sont calculées. Donc là, il faut faire attention. En ce qui concerne les soudures, en principe, à l'école, on nous apprend, c'est il y a longtemps, mais on nous apprend qu'une attache soudée peut reprendre plus d'efforts que les pièces qu'on assemble par soudure. Donc, en principe, il n'y a pas mieux que la soudure. Sauf que, pareil, ça dépend comment on fait la soudure. Si on le fait dans les ateliers, constructeurs métalliques arrivent avec leur procédure de qualité de faire la soudure de bonne qualité, mais n'empêche que si on a des soudures à faire sur le site, c'est beaucoup plus difficile. Et des fois, on voit des soudures de très mauvaise qualité, on est obligé de demander à les casser, à les remplacer.
Donc, j'ai une petite tendance à dire que c'est pas mal la soudure. Il y a moins de souplesse après dans la soudure globale, mais à condition qu'on la fait bien. Et bon, ce n'est pas toujours le cas. Et est-ce que justement sur ce sujet, parce qu'il y a des questions sur les soudures, est-ce qu'il y a des dispositions particulières que vous pouvez recommander ou pas spécialement? Je suis pas un spécialiste soudure, mais ce que je peux dire, c'est que si vous avez des soudures avec des cordons de soudure d'épaisseur classique, ce qu'on fait dans les structures métalliques sur les bâtiments classiques standards, qui varient entre, on va dire, 3 mm et 10-12 mm, c'est quelque chose qui, normalement, ne doit pas poser de problème. Par contre, j'ai eu des structures, j'ai eu une tour, par exemple, à Casablanca, au Maroc, où on avait des soudures de 100 mm. Et ça, c'est énorme. Donc, j'ai eu un bâtiment, une salle de spectacle à Bordeaux où il y avait des soudures d'épaisseur 50 mm ou 60 mm. Et là, si vous voulez, là, c'est beaucoup plus technique. Il faut avoir des gens qui sont vraiment très forts en soudure. Il faut avoir des conditions spéciales. Ça veut dire qu'il y a toujours un sorte de cabanon qui se met en place au droit de la soudure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de l'air, du vent, de la pluie, de la chaleur, ainsi de suite, qui gêne. Et il faut chauffer les pièces. Et donc, en tant que bureau de contrôle, je conseille toujours les entreprises, et les clients, et les architectes de faire un contrôle, un suivi sur des soudures comme ça très importantes, des épaisseurs très importantes sur site, avec un contrôle renforcé sur site. Il y a l'Institut de soudure, il y a des confrères à nous, il y a plein de gens qui font des contrôles de soudure, mais contrôle de soudure, ce n'est pas seulement une fois que la soudure est faite, parce que des fois, quand vous avez 50 mm ou 80 ou 100 mm d'épaisseur de contrôle de soudure, après, pour les détruire ça et les refaire, c'est galère absolue, voire impossible. Donc, du coup, je dirais qu'il faut pas seulement un contrôle, un accompagnement de spécialistes soudure sur site. Quand on a des soudures, c'est important. Le reste, normalement, ça doit être classique. Et si, comme on demande, et comme c'est obligatoire quasiment, si les soudeurs, ils ont une certification, ils ont subi, voilà, ils ont plutôt participé, ils ont été certifiés et participé à une formation, normalement, il n'y a pas de souci. D'accord, merci pour cette précision. En ce qui concerne une situation post-sismique, cette fois, quelles sont les précautions à prendre lors des remplacements de barres métalliques, justement après un séisme? Ben, ça, c'est très compliqué. C'est une question assez compliquée. Bon. Ça veut dire il faut voir de quoi on parle. Si c'est le tronçon d'excentrement que je montrais dans la photo, c'est relativement simple. Bon, relativement parce qu'il faut faire des témoins, il faut voir ce qui s'est passé dans le plancher collaborant. C'était un parking. Et évidemment que il faut faire une petite vérification locale et globale de la structure en fonction du nombre de pièces à remplacer. Voilà, c'est une étude à faire. C'est pas avec la une place, évidemment, des nettoiements, avec des précautions, évidemment, à prendre, avec voilà, une sorte de procédure qui doit être bien calée, bien, voilà. Bon, on n'a pas vraiment fait ça encore en France. Donc, au prochain séisme qui, normalement, doit arriver pas longtemps, certainement on va mettre en pratique ça. On aura peut-être l'occasion de le voir alors. Enfin, j'espère pas, hein, je vous le souhaite Non, pas. on va pas. Mais bon, ça peut arriver. Oui, tout à fait. Question ensuite concernant le système de portique-poteau-poutre. Donc, comment peut-on bien encastrer le système portique-poteau-poutre afin d'éviter toutes sortes de dislocations sous l'action des efforts verticaux et horizontaux? Ben, juste par bien calculer la tâche. Donc, j'ai évoqué ces attaches au boulonné, au soudé. Hein. Il y a des méthodes de calcul. Maintenant, on travaille avec les eurocodes. Avant, c'était des normes anciennes de calcul. Mais voilà, il y a un calcul à faire qui tient compte des différents modes de ruines. Il y a deux types de familles de ruines. Les ruines qui se passent par les boulons et les ruines qui se passent. Donc, cisaillement, on a vu déjà sur des images ou traction. On a vu des images des boulons qui étaient cassés par traction au cisaillement. Et après, il y a des modes de ruine par les pièces qu'on va assembler ensemble, par déchirement, par pression diamétrale. Et voilà, après, je veux dire,
ces méthodes de calcul, juste pour info, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez, ces méthodes de calcul, que ce soit Eurocode ou à l'ancienne, ils ont été validés par des essais. Et autre chose, quand on a des structures très complexes, je vous donne un exemple qui est magnifique à l'occasion si vous avez, si vous visitez le musée Louis Vuitton à Paris. Il y a une combinaison d'éléments en bois et d'éléments métalliques et avec des fois des attaches sur le noyau béton. Il y a des assemblages qui sont magnifiques et c'était tellement compliqué à les calculer, à les justifier, qu'on a recours, et d'ailleurs les Eurocodes nous le permettent, de faire des essais. Donc, pour des bâtiments qui sont de l'ordinaire, des assemblages qui sont de l'ordinaire et pour lesquels il n'y a pas vraiment de modes de calcul qui sont traités dans les règlements de calcul classiques, on peut faire des essais. Après, il y a des logiciels de calcul qui font des vérifications par les éléments finis, comme c'est le cas de logiciel italien Ida Statica. Bon, voilà, moi, je dirais il faut juste bien les calculer et bien les monter. À part ça, on sait faire. D'accord, merci. Et justement, par rapport à ce calcul, quelqu'un demande, est-ce que, comme pour les structures en béton armé, on peut dimensionner le métal pour résister à une telle magnitude, à une certaine magnitude? Enfin, j'imagine que cette personne voulait aussi parler de l'accélération du sol, ou enfin voilà, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de souci. On voit bien qu'on fait des structures métalliques au Japon, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, où il y a des séismes de magnitude 8 voire plus. Je parlais de Mexico aussi. J'ai été à une conférence mondiale à Santiago de Chili, au Chili. Il y a des tours où il y a des séismes de 8 ou plus. Donc, ce n'est pas la question. C'est encore une fois, il faut bien calculer. Voilà. C'est l'accélération, la magnitude, l'accélération, c'est tout ça. On a parlé au premier webinaire. Effectivement, vont provoquer dans le bâtiment des accélérations et vont créer des efforts. Et surtout par le déplacement du bâtiment. Nous, on va transformer ça en effort à reprendre, mais qui vient plutôt du fait que le bâtiment va bouger. Mais donc, à partir du moment où on applique la réglementation, et je vous rappelle que quand on fait un calcul, il y a des coefficients de sécurité et des coefficients de sécurité qui ne sont pas négligeables. Des fois, on a normalement sur un calcul correct en structure métallique, on a une marge de 30, au moins 30%. Par les coefficients de sécurité. Donc, du coup, si on calcule correctement selon la réglementation en vigueur, que ce soit les barres ou les assemblages, pour n'importe quel type de sollicitation, si on respecte ça, et en plus en sachant que, et puis si on monte bien les structures sur site, en sachant qu'il y a cette petite marge de sécurité, normalement, on peut faire des bâtiments, on le voit, un peu partout au monde, sans problème. Et avec l'avantage, pardon, Sylvain, avec l'avantage du métal qui, je crois que j'ai déjà évoqué, mais l'effort sismique, ou les efforts sismiques du séisme, peu importe la magnitude, ils vont solliciter le bâtiment, mais ils sont surtout un pourcentage de la masse. Donc, par exemple, je crois que j'ai déjà évoqué ça, sur Pau où j'habite, en zone 4, mais il n'y a pas que à Pau, la zone 4, il y a ailleurs. L'ordre de grandeur pour un bâtiment classique avec une catégorie d'importance classique, rien de spécial 2, avec un sol relativement bon, c'est de l'ordre de 20%. Donc, l'avantage des structures métalliques, c'est que les efforts dus au séisme, donc le torseur global, il va être quelque chose, pour donner un ordre de grandeur, ça va être de l'ordre de 20% du poids. Donc, si vous avez un bâtiment en structure métallique ou bois, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les zones avec de grande sismicité ou de grande sismicité, c'est que vous avez 20% de quelque chose qui n'est pas très lourd. Alors que si vous faites un bâtiment en béton, si vous avez centaines de tonnes, 20% de centaines de tonnes, ça va faire quand même plus. Donc, voilà, c'est tout. À part ça, ça fonctionne bien tous les bâtiments, que ce soit béton, métal, bois. Mais il y a ce petit avantage que l'effort sismique, du coup, c'est un pourcentage du poids. Merci.
Encore une ou deux questions. Dans les zones à faible sismicité, le recours à la construction métallique ne semble donc pas intéressant économiquement parlant par rapport à ce que vous disiez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un bâtiment, on va pas le concevoir et on va pas le créer en fonction que du séisme, comme vous le savez. Le séisme, c'est une des actions et c'est une action accidentelle, une action qui arrive de temps en temps, relativement rarement. Donc, on va pas construire un bâtiment qu'en passant au séisme. Donc, les bâtiments, dedans, il y a une activité, il y a des charges statiques qu'il faut reprendre. Hein. Encore une fois, il y a les charges permanentes, il y a la neige, il y a le vent. Si, je vous donne un exemple, si vous êtes en zone côtière, si vous êtes je ne sais pas, aux Antilles, par exemple, il y a nos amis antillais, eux, ils ont le problème et de vent et du séisme. Donc, voilà, il y a une combinaison de ces actions et en même temps une réflexion sur l'activité qu'il y a dedans. Donc, pour les bâtiments industriels, c'est quasiment 90% du temps qu'on le fait en métal. C'est pas le problème de petites ou zones modérées ou zones très fortes. D'accord. Allez, je vais lancer la dernière question avant de conclure ce webinaire. Donc, pourquoi les lancements des contreventements à barres centrées est-il toujours limité, interdisant l'utilisation de barres élancées de ronds pleins? Là, il y a une petite erreur pour moi dans la question parce que une stabilité à rond plein elle est faite pour travailler en traction. Donc, les lancements, c'est quelque chose qui est lié à la compression. C'est-à-dire qu'une barre est lancée, on va limiter son élancement quand elle est comprimée. Mais si on fait une croix de Saint-André en rond plein ou en connière, mais rond-plein par exemple, hein, c'est qu'on considère qu'il va travailler qu'en traction. Et on la dimensionne pour travailler qu'en traction. Bon. Après, je vais répondre quand même pour une barre qui est censée être comprimée, peu importe que son rond-plein, moi je dirais plutôt en tube, mais peu importe, une barre qui est comprimée. Une barre qui est comprimée, son élancement, il va être limité, pas tellement pas seulement en pensant au flammement, mais surtout en pensant aux vibrations. C'est-à-dire qu'une barre qui est très lancée, il va produire enfin, il va subir des vibrations. Je vais vous donner un exemple. Et du coup, il risque d'avoir un problème dans les attaches. Les boulons, ils peuvent se desserrer. Je vous donne l'exemple d'un bâtiment, je ne veux pas dire de quoi, mais un bâtiment sur Tarbes, pour rester dans notre région, qui avait des poteaux plutôt, on va dire, qui étaient là plutôt d'une manière, enfin, pour des critères esthétiques que de structure. Donc, dans ces poteaux-là, ils étaient poteaux qui montaient assez haut, jusqu'à 10-12 mètres, avec des tubes très, très petits, des petits diamètres, puisqu'il y avait beaucoup d'efforts. Donc, mais par contre, donc, du coup, là, les barres étaient très élancées. Et donc, on a eu un souci, le client a commencé à se faire peur parce que sous les efforts du vent, hein, c'était des poteaux extérieurs hein, au bout d'un vent, mais il y avait tellement de vibrations que commençait, les attaches qui étaient en haut et en bas, ils commençaient à se desserrer, quoi. Donc, il y a des problèmes de vibration, il y a des problèmes de risque de soucis dans les assemblages. C'est pour ça qu'on limite, pas seulement pour le flammement, parce qu'effectivement, au niveau du flammement, on va faire attention au élancement. En général, une barre importante de contreventement, on limite son élancement à 250 et une barre qui est moins importante, on va dire, dans le sens de la transmission des efforts, on va limiter l'élancement à 300. Voilà. Ben, merci pour cette dernière question et puis pour l'ensemble des questions posées. Donc, on n'a pas eu le temps d'aborder l'ensemble des questions que nous avons pu relever dans la rubrique questions-réponses. Donc, on vous répondra par mail dans les prochains Aussi vite jours. que Voilà. possible. Aussi possible. Le Oui, prochain jour, voilà, peut-être pas, on mais fera une aussi vite réponse que possible. groupée. Aussi Voilà, on vite fera que une réponse possible. groupée à l'ensemble des participants avec les questions aussi de tous Ouais. les autres ateliers. C'est normal que vous n'ayez pas encore reçu la réponse à l'ensemble des questions. Donc voilà, on va s'en occuper on va essayer de faire ça d'ici la fin de l'année.
Donc voilà, donc déjà encore une fois, Monsieur Baljou, nous vous remercions pour cette troisième et dernière présentation de votre part. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Ça a été utile. Et surtout aussi merci aux participants donc d'être là depuis le début pour la plupart, d'avoir assisté à l'ensemble de nos ateliers. Donc il nous en reste encore deux, trois. Et voilà, donc le prochain, c'est la semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Ça sera sur les structures en bois face au tremblement de terre. Donc voilà, vous aurez un autre type de matériau qui sera abordé. Donc merci encore à tous et puis on vous souhaite une bonne fin de journée.